Bonsoir. Le coût du carburant a été revu à la hausse depuis le vendredi 1er avril 2022 en Côte d'Ivoire. Cela aura-t-il de nouvelles incidences sur les prix des marchandises? Eh bien, c'est le thème de notre petit débat. Les répercussions de la crise ukrainienne à travers le monde, eh bien, ça sera le sujet de nos échanges en deuxième partie d'émission. Et pour en parler, nous serons en compagnie de M. Richard Bell. Il est ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente, débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Petite minute de rangement. Oyez, oyez, bien bonsoir à vous. Merci d'être en compagnie et de suivre tous les soirs le Live Talk sur Live TV, la meilleure des chaînes de télé. Je vais répéter quand même. J'aime bien quand je le dis en plus et que je le pense et que c'est vrai finalement. André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, oui ça va plutôt bien. Une bonne semaine. Je fais un petit tour au village. Ah oui. Et je dois avouer ressourcer. que... Ouais, se ressourcer, voir les parents. Salut donc... à la brave population d'Abli. Abli, c'est dans quelle région? C'est à Toumoudi. À Toumoudi. Okay. Abli Bonicro. Très bien. Puis malheureusement, vous y étiez allé aussi pour des raisons. Voilà. Ouais, parce que le chef, malheureusement, de cette zone. Comme disent les Baoulés, Wakadan Toli. Très bien. Voilà. C'est compris. Ce que tout le monde comprend. Non. Voilà. Wakadan Toli. Ouais. Un arbre de baobab est tombé. Voilà. Ouais. Donc il fallait. Élisée Boulebeu, lui, tout le week-end, il était en mode prière. Ça va, Élisée, ça se passe bien? Oui, je vais très bien. Tu as bénéficié des grâces du week-end? Oui, je vais très bien. En tout cas, la semaine aussi a très bien commencé. Je pense que c'est les répercussions, les conséquences de ce week-end de prière. Ouais. Je profite aussi de l'occasion pour saluer ma famille du côté de Dabakala, Ben mon voilà. aîné Élisée Boulebeu Thierry et sa famille, ainsi que toute la population là-bas qui apparemment suit le Live Talk. Je voudrais en tout cas les saluer depuis Dabakala. Dabakala. Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien. Elle se demande bien où est-ce qu'elle va atterrir. Franchement, où je vais Parce que atterrir. d'Abli Non, mais à je sais où je vais Dabakala. atterrir. Et je vais saluer mes parents, les Bleus de Paris. Parce que Monsieur Jacob Bleu est en ce moment à Paris pour une exposition. Ouais, pour l'exposition. Et effectivement, avec l'ambassade de Côte De d'Ivoire Côte d'Ivoire, ouais. en France. Donc, pour représenter tous les artistes, Aboudia, Ouais, une belle exposition. La Falaise Dion, une belle exposition. Donc, je salue toute Bleus. la population ivoirienne vivant à Paris et surtout les Bleus de Paris. Les Bleus Voilà. de Paris. Oh, ça c'est joliment dit, ça. C'est des couleurs, j'adore les couleurs. Bon, alors moi je vais dire bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet, à travers le monde. Bonsoir à vous. Merci de nous suivre et tout de suite, voici notre petit débat. Les Bleus sont à Paris. Faut le dire quand même. Petite d'infini. Bon, alors je ne sais pas, les nouvelles concernant le prix du carburant, ben, c'est un nouveau prix du carburant depuis le 1er avril 2022 en Côte d'Ivoire. Cela va-t-il, on se posait la question, entraîner donc de nouvelles augmentations? C'est ce dont nous allons parler à présent. Élisée Boulebeu, vous me direz assurément oui? Oui, à quoi? Je veux bien comprendre. Oui, vous pensez que les marchandises donc, vont subir, les prix des marchandises vont subir une augmentation en raison de l'augmentation du prix du carburant constatée depuis le 1er, en tout cas annoncé depuis le 1er avril. Et ça, Bon. c'est pas une poisson d'avril, je tiens à le dire. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Effectivement, depuis le 1er avril, quand on parle du carburant, je pense qu'il faut être un peu précis. Surtout le super, voilà, qui a subi une hausse de 60 francs. Sinon, le gazole est resté statique à 615 francs. Donc, c'est le super qui a subi une hausse de 60 francs. C'est vrai qu'il n'est pas aussi négligeable. Mais à cet effet aussi, si on veut croire à ce que le gouvernement a dit et que nous voyons aussi dans les stations-service, quand même des efforts ont été faits pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions, surtout sur la frange la plus faible de la population, notamment au niveau des transports en commun et tout ça, qui pour la majorité utilisent le gasoil, pour la majorité je dirais, même si c'est vrai qu'il y a quelques exceptions près, d'autres utilisent le super, mais pour la majorité utilisent le gasoil. Donc a priori, à en croire le porte-parole du gouvernement et même le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie, l'État a consenti à des subventions qui de janvier à mars s'élevaient à environ 55 milliards, mais pour le seul mois d'avril, on est autour de 64 milliards. Donc, un effort consenti global autour de 120 milliards de francs CFA pour éviter effectivement que l'impact de ces hausses-là, de cette hausse du carburant,
Et de tout ce qu'on sait à travers le monde n'ait vraiment un impact réel sur le portefeuille du citoyen lambda. Alors, très bien. J'ai fait un petit sondage sur le plateau. Bon, pour les véhicules, le vôtre, André, vous êtes au gasoil ou au super? Au gasoil. Au gasoil, Élisée, Je suis au super. Madame Bleu. Oh, super. Moi aussi au super, donc pour dire que c'est vrai qu'on pense en transport en commun, mais après, il y a une bonne partie de la population Exactement. franchement, qui carbure au super. qui carbure au super. Oui, oui, mais bon, c'est pour ça que la mesure n'est pas dénuée de bon sens. Parce que tous les gros camions, les BACA, les camions qui transportent les marchandises, c'est tous ces Est-ce qu'on peut dire véhicules-là. que les camions qui transportent le vivrier des zones C'est de ça. l'intérieur du pays Tout à ça, c'est Abidjan carbure au sont gasoil. Ouais. au carbure au gasoil? Au Ok. gasoil, ouais. Tout ça, Donc on ne va pas subir une hausse Non, on ne à ce devrait niveau. pas, On devrait on pas. devrait Voilà, on ne subir. devrait pas. On espère qu'il n'y aura pas de contrevenants Mais qui on va vont profiter venir de justement, cette situation. justement, Madame Blanc, Oui. on va en venir. C'est là où, une fois qu'on a posé d'abord, donc je voulais quand même rappeler qu'à la base, il y a un mécanisme de fixation automatique des prix. Parce que j'allais comprendre, la question que j'allais poser, M. Bois, c'est pourquoi, selon vous, le gouvernement, les raisons en tout cas évoquées par le gouvernement concernant cette hausse de... Non, non, ça, c'est très bien votre question que je termine comme ça dans ma tête. La première, c'est qu'il y a un mécanisme qui a été adopté par le gouvernement depuis, ça va faire maintenant presque 10 ans, sur la fixation du prix du Automatique des carburant. Donc c'est une fixation automatique en fonction du cours à l'international avec C'est une ça. forme d'ajustement national, tout ça. Donc le prix, quand il est élevé là-bas, sur le marché international, il est élevé ici. Quand il baisse pour que tout le monde voit la réalité des choses. Et puis là, quand même, moi, je pense que le gouvernement a utilisé un outil quand même de gouvernance. Il s'est dit, écoutez, il y a une hausse, mais moi, je vais quand même subventionner une partie pour pas qu'il y ait des répercussions sur l'ensemble, justement, des budgets des ménages et puis bon, aussi des industriels, que ce soit les professionnels, comme tu l'as si bien dit, du vivrier, enfin, tout ce corps-là. Donc, moi, je pense que c'est une mesure quand même de solidarité. C'est Et ça. donc, il serait bon qu'on n'assiste pas à des hausses intempestives, parce que vraiment, c'est beaucoup d'argent. Et puis sachant que quand En même si la peu de Côte temps. d'Ivoire, on a découvert ces dernières années et même récemment des gisements importants de pétrole au large de nos côtes. Il s'agit Donc, du gisement baleine qui a été oui, découvert il y a quelques mois. de cela. Exactement, Mais qui exactement. rentre, la première partie rentre en Ouais, productivité ça en va 2023. Exactement, mais on a quand même eu d'autres gisements qui ont été Oui, on découverts. n'est pas un gros producteur. On n'est pas un donc, gros producteur de pétrole, c'est vrai, mais je veux dire, pour l'opinion publique, déjà, lorsqu'on annonce ces découvertes de gisements, ça fait l'effet d'annonce dans les médias, on se satisfait de ces découvertes, mais l'Ivoirien lambda, il s'attend quand même à ce que cette production qui existe déjà et qui est raffinée au niveau, si je ne me trompe pas, de la CIR, donc la Société ivoirienne de raffinerie, puisse quand même servir à alimenter le marché national du carburant. J'essaie de me mettre dans la tête de l'Ivoirien hein, pour comprendre comment ça- et mais pourquoi on si- subit si- quand même Si ces hausses. on doit te donner une réponse, Oui. moi je pense que la situation est plutôt quand même correcte, correspond plutôt à la réalité. C'est-à-dire que le prix, le prix du carburant est plutôt fixé correctement, il y a des moments où ça baissait, etc. Mais là, la question qu'on se pose, c'est de dire comment on fait quand il y a une augmentation qui peut impacter, on va dire, l'ensemble de notre système économique. On sait que les transports, les ménages, c'est une bonne part des ménages, les transports des produits vivriers. Oui. Donc c'est à ce moment-là que moi je pense que le gouvernement prend une bonne mesure. Maintenant, quelle sera la capacité du gouvernement à faire respecter justement ce geste de solidarité? Ça, c'est une autre question. Parce que pour ce qui concerne le ministère du mines. pétrole, il me semble qu'ils ont, enfin, c'est tout le gouvernement, mais eux, ils ont fait leur boulot. C'est ça. L'autre va maintenant dépendre du ministère justement du commerce, qui oui. récemment encore, hier encore, je pense, était sur les marchés en train de vérifier les choses. Mais parce qu'il ne faut pas nous Ministère sortir du commerce l'argument et de comme quoi non, l'Intérieur. le carburant a augmenté, donc moi, là, ça passe pas. Non, ça passe pas. Mais justement, la question qu'on va se poser, c'est comment, et vous le disiez tout à l'heure, André, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit, comment arriver à éviter que des personnes utilisent ce prétexte-là pour pouvoir augmenter un certain nombre de produits. Mais moi à cette question, je réponds tout de suite que le force reste à la loi. Quand le gouvernement décide de prendre une mesure, qu'il se donne les moyens de faire respecter cette mesure. Parce que... Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement qui disait qu'on a pris des mesures, après on s'est rendu compte que les BACA et tu avaient augmenté les me prix. rejoins, Brice. Qu'est-ce qui avait été fait? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Force reste à la loi. Il revient au gouvernement de se donner les moyens de faire appliquer la décision qu'elle a prise. Elle dit
que pour ne pas qu'il y ait des répercussions sur le transport, elle prend sur elle de consentir un effort financier de près de 120 milliards en 4 mois. C'est énormément d'argent. Ça aurait pu servir à construire un centre hospitalier, ça aurait pu servir à construire autre chose. Mais on dit, parce qu'on estime que la population, vraiment au regard de ses moyens, ne pourra pas supporter un certain nombre, on essaie d'apporter une certaine indemnisation ou bien un certain support pour pouvoir accompagner ça. Et des individus qui, eux, estiment, parce que eux, ils sont dans la République et ils ont leur République à eux, décident d'augmenter sur cette base. Moi, je pense que non. Le gouvernement a pris ces mesures-là, c'est pour tous les citoyens. Personne ne doit pouvoir profiter de cette situation. Là, j'ai suivi, excusez-moi du terme, mais j'ai suivi quelques éléments qui sont passés sur la toile et autres, tout ça, où des gens disent, par solidarité, c'est-à-dire ils ont une gare, ils sont des transporteurs, par solidarité, parce que parmi eux, certains ont des véhicules qui utilisent le super, pendant qu'eux, ils utilisent le gasoil, ils ne peuvent pas faire 2 poids, 2 mesures, ils ne peuvent pas avoir 2 prix dans la même gare. Donc, par solidarité, pour leurs amis qui, eux, utilisent le super, eux, ils vont augmenter le prix. Et c'est là où c'est problématique, parce que certains utilisent, ceux qui utilisent le super, donc peuvent se permettre de dire que, oui, nous, comme le prix a augmenté de 60 francs, on va augmenter le prix de transport. Et comme tu le dis, par solidarité, Edith, ils vont accompagner... Non, mais Edith, c'est grave. Edith, toi, tu pourrais être en droit de dire que ton véhicule, tu l'as dit tout à l'heure, utilise le super. On a augmenté le super sans demander ton avis. Bien parce sûr. que c'est des contraintes. Donc, tu as en droit de dire que... Est-ce que tu as en droit de réclamer ça à ton patron ou bien de réclamer ça à l'État, le fait qu'on ait augmenté, qu'on te donne on augmente ton salaire? Oui, mais derrière, c'est une corporation. Ils ont des syndicats. Je veux dire, on ne se lève pas parce que, oui, le prix a augmenté, on va augmenter et faire répercuter ça sur le prix du transport. Moi, j'ai pris la peine avant de venir sur ce plateau de poser la question à M. Diaby. Oui. J'ai pris la peine avant de venir sur ce plateau de poser la question à M. Diaby, qui est le président du Haut Conseil des transporteurs. Ce n'est pas une décision du Haut Conseil des transporteurs, jamais. Il a même dit qu'ils sont en train d'entreprendre des rencontres pour que ceux-là puissent revoir leur position. Mais attends, on est dans un État ou bien on est dans quoi? On ne peut pas se permettre, l'État ne peut pas se permettre de prendre une décision que nous tous on subit. Nous, en tant que citoyens, on subit. Après, ce que vous me dites d'ailleurs, me fait un peu peur. Parce que si le Haut Conseil du transport, aujourd'hui, se dit qu'il faut qu'il ait une rencontre avec ces personnes-là, alors que vous disiez tout à l'heure, force est à la loi, je me dis, on n'a même pas besoin de rencontre. On discute. Brice, non, oui. non. Cette rencontre, c'est quoi son objectif? Vous négociez avec ces personnes-là? Non, c'est des contrevenants pour un point final. Non, mais on est d'accord, mais je pense qu'on est quand même dans une société où ce qui d'abord prévaut, c'est le fait de se rencontrer, de dialoguer. Donc quand même, une assemblée comme le haut patronat, je pense que leur rôle, c'est d'abord de parler avec leurs adhérents, avec les gars qui sont en leur sein, avant de... Chacun décide, par exemple, de faire ce qu'il veut. Mais pour le moment, ils disent, collégialement, il faut qu'on s'entende bien. La mesure est une mesure de soutien à l'ensemble de l'économie. Il faut que nous, on y aille. Après, je pense que cette histoire d'essence, de super, c'est très marginal par rapport à l'ensemble du parc. Franchement. Tu vois, forcément, je pense que le gouvernement, le ministère des Mines et du Pétrole n'aurait pas pris cette décision sans en informer le secteur, les syndicats de transporteurs, connaissant son parc et sachant que ce parc est constitué à majorité de véhicules fonctionnant au gasoil. D'où le fait de ne pas avoir justement la décision même de maintenir le gasoil à 615 résulte de cette volonté du gouvernement, résulte même des échanges que le gouvernement a eus. Parce qu'en réalité, comme le dit si bien André, la majorité des moyens de transport en commun aujourd'hui utilisent le gasoil. Ça, c'est indéniable et tout le monde en est conscient. Voilà pourquoi le gouvernement dit, OK, pour ne pas que ça impacte la vie du citoyen, nous décidons à notre niveau de consentir un effort financier de supporter ça. Je suis en train de parler au moins de 120 milliards en 4 mois. C'est excessif. 120 milliards en 4 mois, ça nous fait déjà 2 terrains bien fermes sur lesquels on peut jouer la canne. 120 milliards. Mais voilà, donc ça, c'est déjà des efforts que le gouvernement fait. Et des individus, eux, parce qu'ils estiment qu'eux, ils ont leur république dans la république. Et ils vont se permettre. Non, je pense qu'il est important de continuer les discussions. Ces personnes, on va discuter avec elles. On dit, on va discuter avec vous. Non, il est important quand même de maintenir la discussion. Mais je ne sais pas. Je veux dire, à la limite, c'est une décision du gouvernement. Et quand les gens disent, bon, OK, la décision du gouvernement, elle est là, mais nous, on va décider quand même, par solidarité avec certaines personnes. Et ces personnes, on va discuter avec elles pour demander leur avis. Non, mais dans un système démocratique, je pense qu'on discute quand même toujours, même quand on prend des mesures, vous savez, on peut adopter des mesures pour favoriser, on va dire, la vie en milieu urbain, mais ça impacte toujours les gens. Donc ces gens, à un moment, peuvent quand même légitimement dire, mais nous, ça nous dérange. Et puis après, on est dans un... Je finis juste rapidement. Vous voulez juste construire votre affaire, vous faites ça, mais nous, moi, finalement, j'en paye le prix fort. Donc comment on peut faire? Donc, pour quand même amener la personne à comprendre qu'il y a une majorité quand même qui en bénéficie, c'est de discuter. Jusqu'à ce que
finalement, la personne refuse d'appliquer la mesure et qu'en ce moment-là, on dit force à la Et loi. ça on veut est dire dans que un forcément, système libéral. mais je peux- C'est un système qui a quand même été, qui est prôné par l'État de Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, qui se satisfait de ce système qui permet de favoriser des investissements. Mais en même temps, ce système libéral où chacun, normalement à la base, fixe ses prix, a également ses travers, a également Mais ses surtout, désavantages juste un petit et peu. crée Non, des mais inégalités s'il y a des aussi. produits- d'une non, mais il y a des certaine manière. produits- non, mais il y a des produits. Attends, il est Ok, libéral, d'accord. mais il est contrôlé quand même. C'est-à-dire que les prix des transports que vous voyez là font l'objet d'accords avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne fixe pas les prix. Sinon, vous savez, si c'était vraiment libéral, c'est vrai qu'il y a le marché aussi, mais le gouvernement a toujours son mot à dire parce que vous savez que c'est très sensible, la question du Mais sur transport. cet effet même, comme il le dit, c'est libéral, mais c'est comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est libéral, mais ce n'est pas du libertinage. La preuve, il y a des produits sur lesquels l'État a cette possibilité-là de pouvoir manipuler des leviers. C'est pourquoi, justement, l'État, face à la vie chère, est passé de 4 produits qui étaient plafonnés à 21 aujourd'hui. produits. Donc, ça veut dire que l'État a cette possibilité-là. Et c'est justement pour réguler ça que l'État dit, OK, nous, on décide d'endosser la marge supplémentaire que va coûter l'augmentation du produit, du coût du pétrole au niveau mondial. Donc, nous, on maintient le prix du gasoil. Ce qu'on peut comparer à des pays à côté de nous qui n'ont mais pas fait. mais ça, on est Voilà. d'accord. Sur les 120 millions, on est tous d'accord. Oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est en train de dire, on est d'accord pour qu'il y ait 120 milliards que l'État prenne en compte. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les gens ne fassent pas autre chose, c'est-à-dire augmenter, par exemple, les prix, comme ceux qui sont, par C'est exemple, de en train de commencer par là à passer- expliquer. Non, Voilà. non, c'est pas expliqué, et surtout passer, même si certains décrivent leur inefficacité par les associations de consommateurs, leur remonter Les fêtières, ces ouais, informations, bien sûr. les fêtières, et utiliser les numéros verts qui ont été donnés. On a reçu des invités. Après, on aura de ces demain, associations de certainement, demain ou un autre jour, consommateurs, l'occasion de se poser la question comment cette décision a été prise. Est-ce qu'elle a été prise collégialement? Est-ce qu'il y a d'abord eu une rencontre pour pouvoir décider ça Avec les acteurs du avec transport. les acteurs du transport? Ou bien on leur dit ça et c'est maintenant qu'on discute avec eux? Mais Brice, Antoine, avant même on qu'on va aille parler. plus loin, je pense que déjà la première mesure à prendre, c'est de geler déjà toute forme d'augmentation. Très bien. Dès ce soir, même si le gouvernement peut faire une déclaration, pas d'augmentation qu'un nouvel ordre. Le temps qu'on discute, parce qu'on peut pas, on est dans une république. Le gouvernement peut prendre une décision et puis des individus, parce qu'ils estiment qu'ils ont leur république dans la république, décident eux d'aller. C'est une défiance à l'autorité de On a l'État. bien compris. C'est une On vraie vous a bien défiance. Et compris. ça, je pense qu'il faut que l'autorité de l'État tape du poing sur la table. Voilà. Allez, nous, on va recevoir le message. Très bien, j'aurai le temps d'annoncer le jingle pendant que Mélissa arrive. Bonjour Mélissa, comment allez-vous? Je crois qu'à la régie, ils sont beaucoup plus pressés que l'annonce du jingle. Comment ça va Mélissa? Salut Brice. Aujourd'hui, on parle du permis de construire, le fameux permis de construire. Effectivement. Ce PC. Donc, Ouais. qui est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire? Tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les personnes physiques, toi, moi, Edith, ou même les entreprises. Donc, ce n'est pas juste les entreprises. Même moi aussi, y compris. Hein. Oui, y compris, et André Il n'a pas également. été cité, mais bon. Voilà, et moi je me suis dit on pourrait faire un petit jeu comme ça de mise en situation. Admettons, dans quel cas est-ce que le permis de construire serait exigé? Donc, par exemple, si je veux faire une extension, par exemple, je veux agrandir, faire une troisième villa, chambre. par Ouais, exemple. je veux faire une troisième chambre, admettons. Pardon Mélissa, mais je veux dire, pour nos téléspectateurs... Commençons par le voilà. début, c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'un permis de construire? Excuse-moi, oui, effectivement. Donc, le permis de construire, en fait, c'est l'autorisation qui va vous permettre, normalement, qui va être délivrée par le ministère de la Construction, qui va vous permettre d'entamer les travaux. Donc, normalement, on va regarder si la construction que vous voulez faire, non seulement peut être autorisée en fonction des normes, des réglementations, quelquefois du quartier, de la commune, de ce que vous voulez faire. Parce que, par exemple, normalement, il y a un pourcentage à respecter, par exemple, de jardins verts. Donc, quelquefois, si vous voulez faire une extension, vous pourriez ne pas avoir le droit. Donc, ils vont regarder tout ça et approuver éventuellement votre construction que vous voulez faire. Il y a des quartiers où on peut dire, par exemple, ici, on ne fait pas de R+2, R+3 et tout ça. Qui délivre le permis de construire? Alors, ils ont mis en place un guichet unique, donc qui est le guichet unique du permis de construire, et ça va être piloté par le ministère de la Construction. Très bien. Alors, on revient maintenant à ce que vous me disiez tout à l'heure, parce que nous, on parle, on va tout de suite attaquer. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui décident, par exemple, de faire des extensions. Voilà. Alors que mon permis de construire m'a dit, écoute... Non, en fait, là, je veux faire, c'est pour tout projet, en Oui. fait, la question, c'est est-ce qu'il faut ou non un permis de construire? Donc là, je pense que je me suis un peu vendue par rapport à l'extension. C'est ça. Mais par exemple, si je voulais, j'ai un immeuble, je veux refaire le ravalement de la façade, c'est-à-dire que je veux le repeindre, de lui donner un coup de frais. Est-ce qu'il me faut un permis de construire ou non?
Ravalement de la façade. Dans le principe, Ravalement de la je façade. pense que non, s'il n'y a pas Ravalement. de modification de la structure, je ne sais En tout pas. cas, il ne s'agit pas de Est-ce qu'il y a une modifier, non, je modification de la pense pas. structure je sais pas. Voilà, pour le ravalement de la façade, la réponse est non, effectivement. Il ne faut pas un permis de construire. Donc, si on voudrait, je ne sais pas moi, passer de la maison de jaune à rose, ça vous regarde, vous avez le droit. Disons Contrairement aux voitures, par exemple. Voilà, bien parce que sûr. pour les voitures, Non, c'est non, décidé de pour changer la de couleur de carte voiture. grise, exactement. Voilà, vous avez, voilà, c'est différent. Ça figure déjà sur la carte grise, donc Voilà. le véhicule. Alors, si vous avez, vous voulez faire une clôture, est-ce qu'il vous faut un permis de construire? Ah, là, oui, Oui, là, absolument. Si vous avez déjà une Après, on clôture, voit des buzzers ici pour les gens. si vous avez déjà une clôture et que vous voulez augmenter la hauteur, est-ce qu'il vous faut? Oui, normalement. Moi, je pense. Normalement, aussi, oui. Non Non, Aussi, effectivement, aussi. oui, il faut un permis de construire. Disons, si je veux agrandir mon salon, je veux enlever un mur. On Aussi. démolit, oui, je pense. Oui, il faut. Et si je veux rajouter un mur? Aussi. Toujours, oui. Effectivement. Donc, la plupart des cas, effectivement, il faut un permis de construire. Parce que tout Même ce qui pour, est... même, je veux savoir, même pour les villas basses. Oui, alors là, oui, il faut normalement, parce que tu peux avoir, ça peut être structurel, et quelquefois, ça peut même ne pas correspondre à certaines normes bon du De secteur. toute façon, mon voisin est en train de casser sur le jeu. D'accord, ok. Ouais, si tu l'aimes pas... En plus, le bruit me fatigue. Non, D'accord, ok. il a peut-être son permis Non, de peut-être qu'il a son construire. permis. hein. hein, Non, je il me a pose peut-être la sa question. D'ailleurs, si vous voulez C'est l'heure vérifier. des travaux qui posent problème. Là, pour le coup, Ah c'est oui, la que nuisance effectivement, sonore. du matin au soir. On va même avoir besoin d'un permis de construire si on a déjà une construction existante et qu'on veut changer, par exemple, on va faire des petites modifications pour changer la destination. Donc, par exemple, tout ce qu'on a, par exemple, des villas, résidences qui deviennent des restaurants, on change normalement la destination. C'est plus résidentiel, ça devient commercial et ça devient un restaurant. Donc, normalement, il faudrait obtenir un permis de construire si on fait des modifications. Ok. Pour toute structure, changement même de la répartition du volume intérieur ou extérieur, il faut obtenir. Et puis, ça va même plus loin parce que c'est assez large. On te dit pour toute modification du paysage urbain. C'est ça. Toute construction qui modifie le paysage urbain. Ah oui, parce que moi, par exemple, j'ai une pièce chez moi qui n'a pas de fenêtre. Donc, j'entreprends depuis un moment de faire installer des fenêtres. Là, il faut que j'en discute un tout petit Je peu. pense qu'il faudrait que tu ailles voir. Parce Ouais. que là, je pense que c'est peut-être une zone grise parce que je ne pense pas que ça change structurellement. Mais je pense que pour moi, ce que je conseille, c'est de toujours se rapprocher du guichet. Oui. Ils ont la question, ils ont la Très bien. réponse parce que ça couvre très large. Ouais, c'est vrai, exactement. Moi, je te dis, j'ai quand même reçu la visite. Justement, je faisais faire une fenêtre. Oui, et la j'ai question que reçu je voulais visite. poser, c'est-à-dire que est-ce que si j'ai fait des modifications dans ma villa, est-ce qu'au bout de peut-être 2 ans, 3 ans, de façon inopinée, un agent du Mais si tu ministère n'as la pas de Construction permis de construire, en peut réalité, venir, tu es sous le coup d'un risque de démolition parce que tu as construit sans Sans permis de autorisation. démolir. Et pareil, si on ne respecte pas avec la mise en demeure, parce qu'on reçoit une mise en demeure s'ils font les vérifications d'arrêter de construire, normalement, en plus, on est sujet quand même à des sanctions pécuniaires. Hein. On va devoir payer des amendes. On peut devoir payer des amendes. Donc, on peut être soumis à un risque de démolition à ta charge en plus. Oui, parce que de façon très pratique, si vous avez un pilier au milieu de votre salon, le pilier vous dérange parce que vous n'avez pas à voir la télé, vous décidez, vous, un matin, d'enlever le pilier, sauf que le pilier supportait quelque chose et vous mettez en danger votre famille. Effectivement. C'est pour ça que c'est important. Et puis, quand même, avant, on pouvait comprendre un peu plus parce que les délais étaient très longs, plus de 300 jours pour obtenir un permis de construire. Mais aujourd'hui, le gouvernement Ça a travaille été le selon vrai la loi. prétexte pour de nombreuses personnes pour ne pas avoir le permis de construire. Selon Grand débat sur la le loi, plateau. la loi, c'est 21 jours le délai. À partir du moment où on a payé les droits et les redevances, parce que le permis de construire n'est pas gratuit, il faut quand même payer des redevances à l'État. Mais pour le moment, ils sont quand même passés, ils travaillent à réduire pour venir respecter le délai de 21 jours. Ils sont quand même passés dans un communiqué, ils le disent, de plus de 300 jours à maintenant 30 jours. Donc 30 jours, c'est rien pour s'assurer effectivement de la sécurité de la famille et de la sécurité de tous les citoyens. Merci Mélissa, on vous retrouve mardi prochain avec beaucoup de plaisir Merci, et d'autres Brice. informations surtout. D'ici là, gardez votre maison intacte. Cherchez notre permis de Notre invité pour la deuxième partie de cette émission est son Excellence, Monsieur Richard Bell. Il est ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce sera juste après ça. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de ce rendez-vous-là et nous sommes en compagnie de notre invité. Sur le coup, j'ai un peu attendu le jingle quand même, il faut le dire. Ce soir, nous sommes en compagnie de son Excellence, M. Richard Bell. Il est ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Bonsoir, son Excellence, comment allez-vous? Bonsoir. Merci d'être ce soir sur le plateau du Live Talk. Depuis 1960 à ce jour, vous êtes le 22e ambassadeur. On allait loin pour chercher cela. À prendre fonction en Côte d'Ivoire. La première question aujourd'hui,
quel est le niveau des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors je dirais que le niveau est excellent. Monsieur le Premier ministre vient de faire une visite à Washington où il a été reçu par le secrétaire d'État Blinken, qui en est sorti très impressionné. Il a rencontré toute une série de hauts responsables qui ont tous été vraiment impressionnés par la vision qu'il a exprimée pour l'avenir de ce pays. Et de notre côté, le gouvernement américain reconnaît le rôle important, stratégique de la Côte d'Ivoire, qui est en quelque sorte le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest francophone et un pôle de stabilité dans une région qui en a bien besoin. Très bien. Excellence, c'est vrai qu'effectivement les niveaux sont excellents comme vous le dites, mais une chose est sûre, c'est que le Premier ministre, lors de sa visite, l'a reconnu aussi face aux autorités américaines. Il a estimé que le niveau des échanges au niveau commercial était encore bas, était en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Est-ce que c'est le constat que vous faites et qu'est-ce qui éventuellement est fait pour pouvoir relever ce niveau? Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'échanges commerciaux, beaucoup plus d'investissements. Et justement, il faut toujours garder en tête que les investisseurs ont le choix. Que la motivation du secteur privé, c'est de gagner de l'argent, c'est de s'enrichir. Et donc, ce qu'on appelle le climat des affaires compte pour beaucoup. Et justement, la Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants ces dernières années dans ce domaine-là. Et je puis vous dire que le Premier ministre a eu une table ronde avec le secteur privé organisée par la Chambre de commerce des États-Unis, qui par ailleurs vient de publier un guide pour les investisseurs sur la Côte d'Ivoire, comme il l'a fait pour plusieurs autres pays. Et il y a ces jours-ci vraiment beaucoup d'intérêt envers la Côte d'Ivoire, malgré le fait que ce n'est pas un pays anglophone, c'est un pays lointain. Mais c'est un pays qui impressionne avec sa croissance macroéconomique vraiment impressionnante depuis plus d'une décennie maintenant, et même sa façon de gérer la pandémie du Covid mieux que la plupart des pays, y compris tous ses voisins. Très bien. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, restons très rapidement sur la question économique et commerciale. C'est maintenant, nous, notre présence sur le marché américain. Est-ce que là aussi, ça évolue bien? Parce qu'on veut que notre économie se modernise, mais il faut bien qu'on trouve des espaces pour vous revendre tous ces produits. Est-ce que le marché américain est un marché assez ouvert pour accepter pour rajouter à sa question, produits? comment va l'AGOA? Parce que c'est un instrument qui instrument. permet de faciliter les échanges entre les différents pays, dont la Côte d'Ivoire. Comment se porte l'AGOA en ce moment? Alors, l'AGOA est là et la Côte d'Ivoire est éligible. C'est une initiative unilatérale de la part des États-Unis, sans contrepartie, pour donner de meilleurs termes, de meilleures conditions à certaines exportations africaines, donc importations au niveau des États-Unis. Et la Côte d'Ivoire est éligible à ce programme, mais vraiment, je crois qu'on peut rêver de quelque chose de beaucoup plus ambitieux dans ce domaine pour les années à venir. L'AGOA doit tirer à sa fin d'ici quelques années, et déjà à Washington, la réflexion a commencé. Qu'est-ce qu'on va avoir pour remplacer AGOA? Excellence, tout à l'heure on a parlé des relations diplomatiques, Élisée, lui, il a évoqué les relations commerciales. Moi, je vais peut-être poser une question beaucoup plus large. Aujourd'hui, quels sont les domaines, l'ensemble des domaines aujourd'hui, qui favorisent donc une coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis? Est-ce que c'est une coopération militaire, en plus c'est une coopération commerciale? Dans quel domaine la Côte d'Ivoire et les États-Unis coopèrent globalement? Alors, pour parler de la coopération américaine en Côte d'Ivoire, depuis 2004, notre plus grand programme, c'est le programme PEPFAR, la lutte contre le VIH-Sida. Il y a quelques 240 000 personnes vivant avec le VIH dans ce pays qui suivent le traitement qui peut non seulement leur sauver la vie, mais en réduisant leur charge virale, peut faire en sorte qu'ils ne soient plus capables de transmettre le virus à autrui. Et donc l'impact dépasse largement ces 240 000 personnes. On estime qu'il reste environ 90 000 personnes qui ont le VIH sans le savoir. C'est bien évidemment une estimation, puisque même eux ne savent pas qu'ils ont le VIH. Mais c'est dire qu'il y a encore du travail à faire, parce que l'ambition, c'est d'ici 2030, arriver au point où 90% de ceux qui ont le VIH le savent, 90% de ceux-là suivent le traitement, et 90% de ceux-là ont leur charge virale réduite.
Et pardon, je me trompe, c'était 90, 90, 90, mais d'ici 2030, ça doit être encore plus ambitieux, 95, 95, 95. Bien. Alors, Donc, 95% de 95% de 95%, c'est 85% du total. Et donc, d'ici 2030, en principe, on devrait arriver là. Donc là, c'est dans le domaine de la santé. Ça, c'est le domaine de la santé. C'est surtout la santé, c'est là où les États-Unis on concentre beaucoup. Mais moi, je vais sur la santé rapidement. SIDA, est-ce qu'il y a, à côté du SIDA, il y a d'autres de nos maladies, j'allais dire endémiques, hein, ici, Oui, il y a le paludisme. Voilà, le paludisme sur lesquels vous intervenez. Absolument. Depuis 2017, nous intervenons contre le paludisme. Ouais. Et depuis à peu près cette même période, la mortalité due au paludisme a diminué de la moitié en Côte d'Ivoire. C'est ça. Au moins Donc, 50% aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la santé publique. Ouais. Et j'ajoute que pour l'Afrique tout entière, les États-Unis sont de loin le premier contributeur à la santé publique, avec plus de 100 milliards de dollars au cours des 20 dernières années. Et il y a aussi en Côte d'Ivoire le fait que nous avons donné à titre gratuit plus de 6,5 millions de doses de vaccins contre le Covid. Et maintenant, nous avons également une initiative de plusieurs millions de dollars qui s'appelle Global Vax pour accélérer le taux de vaccination pour que les gens soient vraiment protégés. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant puisqu'il y a très peu de Covid actuellement en Côte d'Ivoire? Eh bien, parce que ça continue de circuler en Europe. Il y a une nouvelle vague en Europe qui va atteindre la Côte d'Ivoire. Et tant que le virus circule, il y a le danger qu'un nouveau variant plus nocif puisse apparaître. Et donc, le meilleur moyen de freiner la circulation, c'est que tout le monde se fasse vacciner. Et comment se porte, on a parlé de santé, mais il y a une coopération militaire également avec la Côte d'Ivoire. Oui. Comment se porte-t-elle? Oui, alors il y a une coopération militaire, mais le deuxième volet le plus important en termes de dollars, c'est le programme du MCC, Millennium Challenge Corporation. Et là, il y a deux volets. C'est un projet de 536 millions de dollars sur 6 ans, donc jusqu'au mois d'août 2025. Et il y a deux grands volets, éducation et infrastructure, tout particulièrement transport routier entre le grand port d'Abidjan et les routes vers les provinces de ce pays. C'est ça. Et puis il y a la coopération sécuritaire qui jusque-là a été plutôt dans le domaine maritime, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de criminalité, de Piratage, trafic, etc. dans le golfe de Guinée. C'est ça. Mais moi j'insiste pour que nous fassions davantage dans le domaine terrestre, disons, pour faire face à la menace du terrorisme, qui n'est pas seulement du terrorisme, mais de l'extrémisme violent. Alors, l'extrémisme violent, ce n'est pas seulement une violence extrême, c'est une idéologie extrémiste qui incite certains de ses militants à accepter de se suicider pour la cause. Alors, quand il y a un terrorisme suicidaire, ça c'est bien plus dangereux que le terrorisme ordinaire, disons. La menace est donc réelle. Et les États-Unis viennent, il y a quelques jours, de lancer une stratégie pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Et la Côte d'Ivoire est parmi 5 pays du littoral ouest africain, de la Guinée au Bénin, donc Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, à participer à cette initiative. On en est au tout début. La réflexion vient de commencer, mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde est d'accord que il faut renforcer les liens entre la population et l'État, c'est-à-dire le professionnalisme des agents de l'État au quotidien, c'est très très important. Et bien sûr, la population a intérêt à être avec l'État aussi, parce que l'ennemi peut détruire, mais pour construire, il faut un État. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'on peut rapidement parler de l'actualité, justement. Ce qui se passe en Ukraine avec... on sait qu'il y a 2 puissances militaires au monde, c'est les États-Unis, c'est la Russie, et puis il y a un qui attaque son voisin. Et sur ça, beaucoup d'Africains pensent que c'est un peu normal, puisque les grandes puissances occidentales nous ont habitués un peu à ça, y compris les États-Unis. Est-ce que vous avez cette lecture-là, de dire que c'est une expansion ou c'est une attaque, comme hier, les États-Unis ont pu attaquer l'Irak? Est-ce que cette lecture-là vous paraît... vous devriez l'entendre? Non, bien sûr que non.
On peut ne pas être d'accord avec notre intervention en Irak, mais ce n'était manifestement pas une guerre de conquête. Nous n'avons pas imposé les gouvernants de notre choix. Nous n'avons pas pillé les ressources irakiennes. Au contraire, nous avons dépensé des sommes énormes de l'argent des contribuables américains et nous avons obtenu des résultats malgré l'émergence du mouvement extrémiste violent le plus horrible du monde. Jusqu'à ce jour, le gouvernement de l'Irak est le fruit d'élections démocratiques tenues à échéance. C'est rare dans le monde arabe. Maintenant, ce que fait la Russie en Ukraine, c'est ce que les forts ont fait depuis des milliers d'années, se créer un empire par la conquête. Et il faut comprendre que le monde a changé peu de temps avant notre naissance, dans les années 1940, avec la création des Nations Unies, et ensuite, dans les années 50 et 60, avec la décolonisation. Donc, les membres des Nations Unies, ce ne sont pas quelques empires avec beaucoup de colonies, c'est presque le monde entier en État souverain, en principe égaux, qu'ils soient grands ou petits, forts ou faibles, riches ou pauvres. Et ça, c'est un acquis que le monde n'a jamais eu auparavant. Et la Charte des Nations Unies dit clairement que les guerres de conquête, c'est fini, c'est interdit, c'est illégal. Alors, il y a eu très peu de guerres de conquête depuis la décolonisation. Très peu. Il y a eu des guerres. Il y a eu très peu de guerres de conquête. C'est ce que l'Irak a fait au Koweït en 1990, mais ça n'a pas marché. Là, ce que la Russie fait, c'est une violation flagrante de ce nouvel ordre mondial qui date seulement des années 1940. Et mes parents, qui sont encore vivants, étaient déjà nés avant la création des Nations Unies. Donc c'est vraiment récent. C'est au cours d'une vie humaine que le monde a tellement changé. Alors, comme les États-Unis et l'OTAN ont dit très clairement qu'on ne va pas faire la guerre contre la Russie en Ukraine, on va défendre chaque centimètre carré des pays membres de l'OTAN, mais l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. On est navré de voir ce qui se passe en Ukraine, mais on n'est pas obligé de faire la guerre partout. Et on a dit clairement qu'on ne va pas faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Mais si on veut que les normes soient respectées, c'est-à-dire que les guerres de conquête restent interdites, tabous. Mais la Russie n'a jamais prononcé, l'ambassadeur qu'on a reçu ici, a parlé d'opération militaire. Je crois que c'est une opération spéciale d'ailleurs. C'est diplomatique, vous me direz. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait donc au-delà de ne pas avoir d'intervention militaire? Donc qu'est-ce qui est fait pour pouvoir soutenir, j'ai même envie de dire, accompagner ou aider l'Ukraine aujourd'hui qui est en position forcément difficile? C'est ce que je commençais à dire. Si nous ne faisons pas la guerre, qu'est-ce que nous faisons pour défendre ce principe qu'il ne faut plus qu'il y ait des guerres de conquête? Alors, avant l'invasion, le président Biden a été très clair, nous n'allons pas faire la guerre, mais si la Russie envahit, nous allons imposer des sanctions comme le monde n'en a jamais vu. Ça va nous coûter cher à nous, mais c'est tellement important qu'on le fera. Justement, est-ce que ça marche, là, ces sanctions? C'est en train de ruiner l'économie de la Russie. Donc, c'est fait pas pour ruiner la Russie, mais pour changer le calcul de Poutine. C'est fait pour changer son calcul, pour qu'il cesse cette guerre. Il peut arrêter cette guerre aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais souligner qu'il peut arrêter cette guerre aujourd'hui sans perdre la face, parce qu'il n'aura pas été vaincu. Quand on s'arrête tout seul, on ne perd pas la face. C'est pour changer son calcul. Et l'impact se fait déjà sentir, et il y a encore des mesures qu'on peut prendre. Mais tout ça, ce n'est pas par désir de punir, c'est par désir de changer le calcul de cet agresseur. Mais est-ce que les pays de l'OTAN et surtout je veux dire le monde est prêt quand même à savoir peut-être qu'à un moment donné, peut-être que le conflit pourrait s'éterniser? Est-ce que le monde et les pays de l'OTAN sont préparés à cette possibilité que ce conflit puisse s'éterniser à un moment donné, comme les autres conflits qu'on a eu à voir dans d'autres pays? Alors, personne ne fait la guerre à la Russie. C'est la Russie qui fait la guerre contre l'Ukraine. Le monde entier, y compris la Russie, a intérêt à cesser cette guerre. Cette guerre ne marche pour personne. Cette guerre n'est pas une bonne chose pour Poutine. Ce n'est pas une réussite. Il ferait bien de couper ses pertes, comme on dit, et arrêter cette guerre tout de suite. Alors,
il n'y a pas seulement les sanctions, il y a aussi que nous avons fourni et nous continuons de fournir une aide militaire très très importante et très très efficace aux Ukrainiens. Il faut dire que les armes anti-chars et de défense anti-aérienne ont vraiment fait leur preuve en Ukraine. Dans quel cadre justement vous fournissez ces armes à la Russie? À l'Ukraine. À l'Ukraine, pardon. À l'Ukraine, dans quel cadre? Puisque vous avez dit tout à l'heure que dans le cadre de l'OTAN, vous n'intervenez pas militairement, mais quand on leur donne des armes, c'est dans quel cadre? C'est une forme de coopération militaire, je ne sais pas. On a déjà beaucoup de coopération militaire avec l'Ukraine depuis avant cette invasion. Et les Ukrainiens savent utiliser les armes qu'on leur fournit parce que depuis plusieurs années, on fait des exercices, des formations, de l'entraînement. Donc, ils savent manier ces armes. Et ils le font très bien. Excellence. Allez-y. Oui, Excellence, est-ce que, objectivement, vous ne pensez pas que ce qui est en train de se passer en Russie est un signal sur la nécessité peut-être de reformer le fonctionnement même de l'ONU et du monde en tant que tel? Parce que la Russie a envahi l'Ukraine. C'est vrai que vous prenez des sanctions économiques, dans lesquelles vous-même vous reconnaissez que les États-Unis perdent aussi, même si derrière l'économie russe est en train d'être sérieusement affectée, mais vous perdez aussi quelque part. Est-ce que ce n'est pas le lieu de réfléchir sur un mécanisme à reformer l'ONU de sorte qu'on n'assiste plus à ces genres d'invasion, comme vous le dites, à ces genres de conquêtes qui Ils sont dans notre âge. logiquement étaient déjà depuis 50 ans en arrière, mais qui aujourd'hui encore refont surface. Est-ce que, objectivement, vous ne pensez pas qu'il y a nécessité d'approfondir la réflexion de sorte qu'on trouve un mécanisme de fonctionnement du monde et de l'ONU même en tant que tel? Parce que jusque-là, on n'a pas encore vu l'efficacité de l'ONU dans cette situation. Alors, c'est vrai que pour que le système des Nations Unies fonctionne correctement, il faut que les grandes puissances qui ont le droit de veto, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, Grande-Bretagne, chacun a un veto. Il faut qu'aucun de ces 5 pays n'oppose son veto. Maintenant, même si aucun pays n'oppose son veto à un projet de résolution, il faut quand même 9 votes oui sur 15 membres pour adopter une résolution. C'est ça. Donc, il y a eu des situations dans le passé où le Conseil de sécurité ne pouvait pas agir, et c'est le cas en Ukraine. Il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité qui condamne l'invasion russe parce que la Russie a opposé son veto. Mais maintenant, la Russie est également membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et je ne vous cacherai pas que nous pensons qu'un pays qui se comporte comme la Russie se comporte actuellement en Ukraine n'a rien à faire dans un Conseil des droits de l'homme. Ça en fait une moquerie. Et donc, nous espérons que l'Assemblée générale des Nations Unies va voter cette semaine la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Et pour ça, il suffit que le nombre de votes oui soit le double du nombre de votes non. Et la dernière fois que l'Assemblée générale s'est prononcée, le vote c'était 141-5, c'est-à-dire 28 fois plus de oui que de non. Très bien. Excellence, on vous garde quelques secondes, le temps de partir à la pub, et on revient juste pour la suite. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Pour nous regarder sur les canaux 206 Bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Bon, vous suivez le Live Talk et ce soir notre invité est l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Richard Bell, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être ce soir à nos côtés. Merci encore, Excellence. La question, je crois qu'on est en train de boucler le volet de la crise russo-ukrainienne. Est-ce qu'aujourd'hui, comme de nombreuses personnes se posent des questions, est-ce qu'aujourd'hui on peut craindre une 3e guerre mondiale? Je ne crois pas. Parce que nous avons été très clairs. Nous n'allons pas faire la guerre contre la Russie en Ukraine, mais nous allons défendre chaque centimètre carré de tous les pays membres de l'OTAN. Et jusque-là, la Russie se garde bien de violer 1 centimètre carré d'un membre de l'OTAN. Sur ça, permettez-moi que je vous arrête rapidement. Ça dit que beaucoup d'Africains, enfin d'observateurs, ne savent pas, parce qu'on dit que la Russie ne veut pas que l'Ukraine
qui rentreraient dans l'OTAN soient son voisin. Or, il y a des pays de l'ancienne Union soviétique qui sont voisins à la Russie. La Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, des pays qui sont dans l'OTAN. Et pourtant, ils n'ont pas été attaqués. Pour rester sur la question de Brice, et si la Russie décidait d'aller derrière la Biélorussie pour attaquer des pays comme ces pays baltes-là qui font partie de l'OTAN, ça contraindrait les États-Unis à rentrer dans la guerre? Voyons ça plutôt d'un autre angle, très éclaircissant. Oui. Il est difficile de ne pas conclure que la seule raison pour laquelle ces trois petites républiques, anciennes républiques soviétiques, n'ont pas été avalées par la Russie, c'est bien leur adhésion à l'OTAN. Ouais. Ça souligne ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'OTAN est un facteur de paix. La raison d'être de l'OTAN, c'est de dissuader les tendances agressives de la Russie, qui est officiellement l'État successeur de l'Union soviétique. Maintenant, je voudrais souligner un point absolument crucial. Jusqu'à la révolution industrielle, il y a 200 ans environ, le moyen le plus rapide de s'enrichir, c'était de piller les richesses de quelqu'un d'autre. Mais depuis la révolution industrielle, et surtout depuis un demi-siècle maintenant, c'est la création de richesses, pas la redistribution de richesses, la création de richesses qui a augmenté incroyablement. Incroyablement. C'est extraordinaire. Si vous voyez ça sur papier, ce serait comme ça. Donc, comment on fait pour créer les richesses? Puisque c'est beaucoup plus intéressant que de piller les richesses de quelqu'un d'autre. Avec de l'investissement basé sur les connaissances et les technologies modernes. Or, un investissement, c'est une dépense. Oui. Une dépense basée sur l'optimisme. On dépense aujourd'hui en croyant que ça va rapporter gros plus tard. Si cet optimisme n'est pas là, on ne la fait pas, cette dépense. On n'investit pas. Moi, qui ai vécu dans plusieurs pays, j'ai vécu dans des pays où il y a très peu d'investissement. Croyez-moi, vous ne voulez pas vivre dans un pays comme ça. Or, les pays occidentaux ne sont pas les seuls à avoir très bien compris qu'il faut la stabilité, la paix, la prévisibilité pour pouvoir encourager les investissements, parce que c'est comme ça qu'on devient vraiment riche. Vraiment riche. C'est pour ça la raison d'être de l'OTAN. Maintenir la paix, la stabilité par la dissuasion. La dissuasion, c'est un point absolument capital. Très bien. Excellence, les États-Unis ont dénoncé un peu le fait que les pays africains ne se soient pas très prononcés sur la situation que vit l'Ukraine, la crise entre la Russie et l'Ukraine. Même si, par exception, je sais que les autorités ivoiriennes, elles ont pris position de façon claire sur la question, avec leur soutien aux pays alliés. Mais objectivement, pourquoi pensez-vous que les pays africains devraient soutenir les alliés, devraient soutenir les Occidentaux? Ce n'est pas pour soutenir les Occidentaux, c'est pour défendre un des principes les plus fondamentaux du monde moderne, qu'il ne faut plus y avoir de guerre de conquête. C'est illégal maintenant. Ce n'était pas illégal avant la création des Nations Unies avec sa charte. C'était comme ça que le monde fonctionnait pendant des milliers d'années. Les forts partaient à la conquête des faibles. Alors, moi, je représente un pays fort. Nous, on pourra toujours nous défendre. Mais les pays faibles, ils ont intérêt à préserver cette norme. Or, une violation, aussi flagrante soit-elle, d'une norme ne détruit pas forcément la norme. Ça dépend de la réponse à la violation. Et justement, si on ne va pas faire la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dénonce de façon très claire, on impose des sanctions, des choses comme ça, mais on dénonce, ça c'est primordial. Et beaucoup de pays africains ont fait comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour soutenir l'Occident, c'est pour défendre le principe absolument fondamental dont dépend l'avenir de l'Afrique, entre autres. Et je félicite la Côte d'Ivoire et tous les autres pays qui ont eu la lucidité et le courage de voter oui avec l'Ukraine, avec le droit. À l'Assemblée générale des Nations Unies, le score c'était 141-5, donc il y avait du monde du bon côté. Et 5, ça veut dire que seulement 4 pays ont voté avec la Russie, parce que la Russie a voté. Et puis au Conseil des droits de l'homme à Genève, et la Côte d'Ivoire est membre du Conseil des droits de l'homme et a voté oui là aussi. Donc la Côte d'Ivoire est du bon côté, et
c'est très, très apprécié et je peux vous dire excellent. que c'est reconnu à Washington. Quand vous parlez comme ça des pays du bon côté, c'est surtout au niveau de l'aide. Parce qu'on sait que voilà, on fait des choix pour espérer être des amis avec des pays forts qui allaient continuer de nous aider. Là, aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que nous, on va supporter le surcoût des hydrocarbures, la question des céréales, le blé, etc. Des engrais. Est-ce qu'à ce niveau-là, je veux dire que ça va changer votre façon de nous accompagner, justement, pour ne pas que les plus faibles de nos populations payent le prix de cette folie de guerre? Évidemment, la meilleure chose, c'est que Poutine arrête cette guerre tout de suite. Parce que personne n'y gagne. Poutine ne gagne pas avec cette guerre. Il a intérêt, lui aussi, à mettre fin à cette guerre tout de suite. Je ne veux pas faire des promesses là où les décisions n'ont pas été prises, mais bien évidemment, nous avons intérêt à ce que le monde entier soit aussi unique que possible pour défendre les valeurs fondamentales et que la prospérité soit la plus répandue que possible. Et d'ailleurs, il y a plus de prospérité dans le monde ces derniers temps, pas ces dernières semaines, mais ces dernières années qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. Et nous voulons cela parce que ça crée des marchés pour nos produits, nos services. Nous avons tous intérêt à un monde en paix, en sécurité, en prospérité. Je pense que la question d'André, c'était aussi peut-être que je me trompe, est-ce que cette situation, vous avez parlé de nécessite une mobilisation exceptionnelle. Exactement, de nouvel ordre mondial. Est-ce avec cette crise russo-ukrainienne, on n'est pas en train d'assister à une reconfiguration de cet ordre mondial avec de nouveaux blocs qui se forment finalement? Le monde a intérêt à préserver le système qui existe depuis avant notre naissance, oui. Et dont, par ailleurs, la Chine a beaucoup bénéficié. Ouais. Ce n'est pas un hasard que la montée en puissance et en prospérité de la Chine a eu lieu alors que la première puissance mondiale, c'était les États-Unis d'Amérique. C'est ça. Ce n'est pas une coïncidence. Tout le monde y trouve son compte si nous préservons les valeurs du monde des Nations Unies, nations, États souverains, partout dans le monde. Excellence, moi j'ai une toute dernière question. Est-ce que la situation qui se passe en Russie ne pose pas la problématique de la course à l'armement? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être prendre une résolution, vous qui êtes les puissants dans le monde, pour décider désormais de mettre fin à la course à l'armement? Et sachant que les armes qui ont été distribuées, qui sont en train d'être distribuées en ce moment en Ukraine, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre qu'après la crise, ces armes qui ont été distribuées ne se retrouvent pas ailleurs et qu'elles ne suscitent pas des conflits ou d'autres... vous avez parlé de terrorisme, d'actions violentes, qu'elles ne suscitent pas d'autres actions violentes dans les pays de l'OTAN? Comment elles sont contrôlées, ces armes qui ont été... Il y a eu des accords pour le contrôle des armements, y compris des armes nucléaires, entre les États-Unis et l'Union soviétique, et entre les États-Unis et la Russie. Évidemment, si les ennemis de la paix sont bien armés, il faut que les amis de la paix soient bien armés aussi. Mais nous avons tous intérêt, et nous l'avons montré dans notre diplomatie au cours des décennies, que dans la mesure du possible, quand ça peut se faire de façon prudente, on veut réduire les armes. Juste une dernière question. On a vu ce qui s'est passé à Boutcha. Voilà, toute la communauté internationale est horrifiée par ce qui se passe. Est-ce que pour vous, Vladimir Poutine est un criminel de guerre ou pour vous, des crimes de guerre ont été commis dans cette zone? Et sinon, est-ce qu'aujourd'hui, ce que Biden a voulu dire en disant que d'une certaine façon, il faut que Vladimir Poutine parte, c'est une façon pour les États-Unis d'appeler à une forme de révolte intérieure des Russes? Alors, la Maison-Blanche et le président Biden lui-même ont dit très clairement que la politique des États-Unis, ce n'est pas un changement de régime en Russie. Ce n'est pas ça ce qu'il voulait dire. Il exprimait son horreur face aux actes de Poutine. Il était en train de livrer un discours. Il avait un texte écrit. Ça ne faisait pas partie du texte. D'accord. Okay. Et il a vraiment parlé du cœur, là, et ça se comprend. Parce qu'il y a des scènes horribles. Il a dit lui-même que pour lui, Poutine est un criminel de guerre.
Les hautes autorités des Nations Unies ont exprimé leur horreur et ont appelé à des enquêtes, et il va y avoir des enquêtes. Mais le plus important, c'est d'arrêter tous ces comportements. Très bien. On va le noter, on va s'arrêter sur cette volonté-là, d'arrêter ce comportement et surtout de souhaiter la paix dans le monde, facteur de prospérité pour les uns et les autres. Notre invité ce soir sur le plateau était son Excellence M. Richard Bell, je rappelle donc ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir été en notre compagnie. Merci André, Élisée, Madame Bleu et toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, demain, on sera sur ce plateau à partir de 20h15 pour un autre numéro du Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire et le monde. Merci. Merci.